soir peut-être est aussi un peu d'avant-garde pour enfin le retour à la vie normale. Et donc ce soir, grâce à l'Université de Bar-Ilan, que je remercie beaucoup, et à sa représentante qui est de passage en France, Yael Toledano, nous avons l'immense plaisir de recevoir le professeur Michael Edelstein, que je crois que Yael va nous présenter dans quelques instants. Voilà notre format et le format habituel. Nous allons avoir une présentation sur le sujet qui est appelé aujourd'hui le Covid long et la vaccination et ses influences sur les effets de ce Covid qui persiste parfois sur certaines personnes. Nous avons avec nous ce soir, j'allais dire, un expert international, francophone de surcroît, originaire de France, qui habite en Israël, dans le nord du pays, et qui est aujourd'hui une personnalité importante au niveau de l'épidémiologie et de la santé publique en Israël. Voilà, j'en dirai pas plus pour laisser à Yael le temps de présenter un peu plus notre invité. Voilà, si vous avez des questions, vous pourrez les poser sur le chat. Et les animateurs, Yasmine Manahem-Cohen de Paris, notre directrice du programme Israël s'invite chez vous, et moi-même, nous ferons un plaisir de pouvoir être les modérateurs avec Yael à Paris ce soir de cette présentation. Merci d'avance, merci encore à l'Université de Bar-Ilan et je donne la parole à Yael Toledano. Alors, merci beaucoup, Abi. Et alors, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis désolée un peu du bruit qui est autour de moi, donc je vais essayer de faire vite et de laisser la place justement à notre interlocuteur principal, professeur Edelstein. Je suis Yael Toledano de l'Université de Bar-Ilan. Je suis responsable des relations internationales à l'université. L'Université de Bar-Ilan est une des universités, disons, principales en Israël. C'est une grande université qui se trouve dans le centre du pays, à la bordure de Tel Aviv. Et nous avons été créés, donc l'université de Bar-Ilan a été créée en 1951, la première université à avoir été créée après la création de l'État d'Israël en 1948. Et nous avons 9 facultés principales, dont la faculté de médecine qui se trouve à Tzfat. Et cette faculté est très spéciale, puisque d'abord, elle a en son sein le professeur Michael Edelstein, mais à part cela, c'est une faculté de médecine qui se veut sociale, qui aide justement les populations défavorisées en Israël. Et nous voilà donc justement, le professeur Michael Edelstein va justement vous présenter le sujet, les effets du Covid, les effets longs du Covid et justement c'est les résultats de ses recherches. Juste avant cela, avant de présenter le professeur Edelstein, je voudrais justement vous présenter en quelques images l'Université de Bar-Ilan. Un instant. Les petits bruits de fond vont disparaître dans quelques minutes, messieurs, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, pardon. Un instant. Voilà, juste dites-moi si vous entendez. Est-ce qu'on entend? Oui, on t'entend à toi, pas le son. Yael, je pense, est-ce qu'il faut partager le son de l'ordinateur aussi? Ah, ouais. Ok. Si tu peux repartager. Ouais. Alors, je vais refaire, excusez-moi. Voilà. Donc, on va remettre. Donc, voici l'Université de Bar-Ilan. D'ailleurs, c'est la faculté d'ingénierie qui est immense à Bar-Ilan. C'est un campus universitaire assez énorme. Donc, voilà.
donc ça, c'était l'Université de Bar-Ilan en quelques instants. Et alors, avant de présenter le professeur Edelstein, et donc voilà, donc je voudrais justement vous inviter, si vous êtes de visite en Israël, à visiter notre campus universitaire qui se trouve dans la bordure de Tel Aviv, c'est à Ramat Gan. Et vous êtes cordialement invités à faire une visite, à venir nous voir, à vous intéresser à des études, à des programmes d'études en anglais ou en hébreu. Voilà, donc maintenant, je voudrais présenter le professeur Edelstein qui se trouve avec nous, qui est originaire de France. Il a fait des hautes études académiques en Angleterre. Il est aujourd'hui expert renommé en santé publique et épidémiologiste. Il a fait son aliyah avec sa famille. Il s'est installé au nord du pays, donc à côté de Tzfat. Il a rejoint le corps de recherche de la faculté de médecine à Bar-Ilan, qui est justement situé à Tzfat. Ses principaux intérêts de recherche portent sur la rétribution équitable des programmes de santé publique en exploitant les outils numériques pour améliorer la santé publique, appliqués principalement, mais pas exclusivement, aux programmes de vaccination. Avant de rejoindre l'Université de Bar-Ilan, le professeur Edelstein était responsable de l'amélioration des données sur la couverture vaccinale et de l'optimisation de la qualité et de l'utilisation des données pour améliorer le programme national de vaccination tout au long de la vie et pour réduire les inégalités de l'Agence nationale de santé publique en Angleterre. Il était également membre de l'équipe nationale de surveillance COVID d'Angleterre en tant que professeur agréé honoraire de santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ses recherches se sont concentrées sur les obstacles et les catalyseurs pour la réduction des inégalités de santé dans les programmes de vaccination. Et il a fait partie des groupes d'experts pour l'Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et a publié plus de 50 publications évaluées par des collègues. Les recherches du professeur Edelstein sont soutenues par la générosité de Gideon et Yair Hamburger, un fonds qui a la mémoire de Margot et Ernest Hamburger. Professeur Edelstein, à vous la parole. Yael, merci beaucoup pour cette introduction et c'est un plaisir de se joindre à vous ce soir. Ce dont je voudrais vous parler particulièrement, il faudrait que je puisse partager mon écran. Je pense que c'est possible. Attendez. Oui, oui, tu es co-host. Ouais. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. OK. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parfaitement. OK, super. Donc, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est spécifiquement, Yael a parlé un petit peu de mes intérêts de recherche et de mes axes principaux de recherche. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'une étude qu'on vient de terminer, qui est assez d'actualité parce que, comme tout le monde le sait, on est dans cette période vraiment particulière et difficile de la pandémie de Covid. Et puis, on a certains signes qui sont encourageants au niveau de la décrue du nombre de cas Omicron, par exemple. Mais on commence à se rendre compte aussi que, au-delà de la phase aiguë de la pandémie, il va y avoir des conséquences sur les mois et les années à venir. Et une des inquiétudes principales, c'est ce qu'on appelle donc le Covid long. Et on va parler un petit peu de ça ce soir. Et l'étude que je voudrais partager avec vous, c'est une étude qu'on a faite sur l'impact de la vaccination, donc l'impact des vaccins Covid, sur justement ces symptômes qui durent au-delà de l'épisode aigu de Covid. Donc c'est vraiment c'est de ça dont je voudrais parler ce soir. Je m'excuse en avance, mon ordinateur n'a pas les accents, donc le français, c'est un français sans accent, mais je pense que c'est compréhensible. Donc qu'est-ce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous a entendu parler de ce terme ou entendu ce terme de Covid long. Et en fait, quand on parle de Covid long, on parle de l'apparition ou la persistance de symptômes dans les semaines et les mois qui suivent l'infection. C'est-à-dire que quand une personne est infectée, on va avoir de la fièvre, de la toux, etc. Ça va durer quelques jours. Et la majorité des gens vont se rétablir, mais une partie, environ un tiers, vont avoir des symptômes qui vont durer beaucoup plus longtemps, qui vont durer des semaines, voire des mois, ou parfois ne vont pas avoir de symptômes et vont avoir des symptômes qui vont apparaître bien plus tard. Et on va voir quels sont ces symptômes. Et donc, c'est ce phénomène qu'on appelle le Covid long. C'est un phénomène qui peut affecter pratiquement
n'importe quelle partie du corps qui affecte environ 30% des gens, avec des symptômes pour la majorité assez génériques, assez peu spécifiques, comme une fatigue ou une lassitude continuelle, des maux de tête, l'impossibilité de se concentrer, jusqu'à des choses un peu plus sérieuses comme désorientation, l'impossibilité de dormir, perte de poids, problèmes respiratoires, enfin vraiment toutes sortes de symptômes qui parfois peuvent être extrêmement handicapants. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas pu retourner au travail ou sont très limités dans leurs activités quotidiennes à cause de ce phénomène. Donc c'est quand même un phénomène qu'on veut prendre au sérieux et qu'on essaye de mieux comprendre, même si les mécanismes restent mal compris. On n'a pas vraiment donc comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente, le nombre de symptômes est assez impressionnant et c'est un petit peu une difficulté parce qu'on n'a pas de définition vraiment claire et précise de ce qu'est le Covid long. L'Organisation mondiale de la santé a proposé une définition qui est la suivante, donc que le Covid long, c'est des symptômes qui apparaissent chez les cas confirmés ou suspectés de Covid 3 mois après l'infection et qui dure au moins 2 mois. Autrement dit, pratiquement n'importe qui a eu le Covid ou qui pense avoir eu le Covid peut être diagnostiqué avec ce phénomène. Donc, ça rend les choses un petit peu compliquées et une partie du travail qu'on est en train d'effectuer à l'université avec les hôpitaux du nord d'Israël, c'est justement d'arriver à une définition un petit peu plus précise, de savoir exactement ce qu'on recherche. Mais pour le moment, on en est encore dans une phase où on explore tous ces symptômes que les gens rapportent. Et on n'a pas vraiment non plus de mécanisme bien clair. Pourquoi est-ce que une partie des malades du Covid rapporte ces symptômes? Est-ce que c'est parce que le virus persiste dans le corps? Est-ce que c'est parce que le virus fait des dégâts dans le système neurologique? Est-ce que c'est un problème auto-immun, c'est-à-dire que le corps s'attaque tout seul ensuite à la suite de l'infection? Est-ce que c'est une inflammation chronique? Est-ce qu'il y a un élément psychologique ou psychosomatique? Ou est-ce que c'est un petit peu de tout ça? C'est pas encore clair et encore une fois, on a des études qui sont en cours qui vont essayer d'élucider cette question. Pour le moment, la question à laquelle on a voulu répondre, c'est est-ce que la vaccination réduit la probabilité de rapporter ces symptômes qui sont compatibles avec le Covid long? Et c'est une question importante parce que il y a certains groupes, notamment les enfants et dans d'autres pays, les adolescents, qui sont pas forcément à qui on n'offre pas forcément le vaccin, parce que l'argument est que dans ces groupes d'âge, le Covid est une maladie relativement bénigne et donc c'est pas nécessaire. Mais si on sait qu'une partie de ces gens vont ensuite développer ces symptômes, ça peut devenir important et intéressant de les vacciner. Deuxièmement, c'est important étant donné qu'on est en train de caractériser ce phénomène. Il faut qu'on sache est-ce que dans les 2-3 ans à venir, on va avoir combien on va avoir de patients à traiter avec ces problèmes. Et donc, si le vaccin permet de réduire cette proportion, c'est important de le savoir parce que ça permet de préparer les systèmes de santé de manière adéquate. Donc la question à laquelle on a essayé de répondre, c'est est-ce qu'être vacciné peut protéger contre le Covid long? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié toutes les personnes adultes donc de plus de 18 ans qui ont effectué un test PCR. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est un test PCR. Il y a 200 personnes savaient ce que c'était, mais maintenant, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Donc, toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont effectué un test PCR entre 2020 et 2021 au sein d'un des 3 grands hôpitaux du nord d'Israël, qui sont les hôpitaux partenaires de la faculté. Donc, l'hôpital Ziv à Tzfat, l'hôpital Poria à Tibériade et l'hôpital GMC, Galilee Medical Center à Naharia. Et donc, on a créé une liste de tous ces patients et tous ces patients, on leur a envoyé un SMS
pour les inviter à compléter un questionnaire de santé disponible en 4 langues pour être sûr qu'on puisse que personne ne soit dans l'impossibilité de répondre. Donc, il y avait la possibilité de le faire en hébreu, en arabe, en anglais ou en russe. Et ce questionnaire comprend des questions sur les caractéristiques de l'individu, par exemple, où est-ce qu'il habite, quel âge il a, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est arabe, est-ce qu'il est druze, son niveau d'éducation, ses problèmes de santé, les détails d'une infection éventuelle avec le Covid. Donc, dans ce groupe, dans tous ces gens, il y a des gens qui ont testé positif et des gens qui ont testé négatif. Pour ceux qui ont testé positif, on leur demande les détails. Leur statut vaccinal, sont-ils vaccinés ou non? Si oui, avec quel vaccin et combien de doses? Et ensuite, finalement, les symptômes qu'ils perçoivent ou qu'ils ressentent au moment de remplir le questionnaire. Et en fait, donc l'analyse repose sur une double comparaison des symptômes. Premièrement, on a comparé les personnes qui ont été infectées et vaccinées contre les personnes infectées et non vaccinées. Donc en fait, on a d'un côté les gens qui, dans la première analyse, tout le monde a été infecté par le Covid, et on sépare les gens en deux groupes, vaccinés et non vaccinés, et on demande à chacun de nous dire le type de est-ce que au moment où ils remplissent le questionnaire ou dans les jours qui précèdent le remplissage du questionnaire, ils rapportent des symptômes, et ensuite on compare la proportion dans les deux groupes. Ça, c'est la première comparaison. La deuxième comparaison, c'est donc cette première comparaison, elle permet de déterminer si le vaccin a un effet protecteur. Et la deuxième comparaison, c'est de comparer les personnes qui ont été infectées et qui sont vaccinées contre les personnes non infectées. Et on a fait cette analyse parce que, étant donné que les symptômes, la plupart des symptômes que les gens reportent, ce sont des symptômes qui sont assez fréquents, des maux de tête, fatigue, léthargie, manque de concentration, qui sont des choses que pratiquement tout le monde peut ressentir à un moment ou à un autre, sans forcément un rapport direct au Covid. Donc, ce qu'on voulait savoir dans cette deuxième analyse, c'était de savoir si le vaccin réduit la proportion de gens qui reportent ces symptômes, ou si elle élimine complètement en ramenant le niveau de symptômes reportés au niveau normal dans la population. Et donc, on a fait cette analyse, évidemment, en tenant compte de l'âge des patients, de la durée de suivi, de la présence de symptômes à l'apparition de l'infection, pour en fait éliminer les explications alternatives qui pourraient expliquer une différence. Donc, on a invité environ 80 000 personnes dans cette étude. Et dans ces 80 000 personnes, environ 3 500 ont répondu, ce qui peut paraître assez peu, mais en fait, c'est un taux de réponse assez classique pour ce genre d'études. La plupart des gens, on reçoit tellement d'SMS, de pubs, etc., que la plupart des gens ne répondent pas, mais ça nous donne quand même un échantillon assez important. Ça fait de cette étude une des plus importantes en termes de taille pour une étude de ce type. Et sur ces 3 500 réponses, environ 2 500 étaient négatives et environ 1000, un peu plus de 1000 étaient positives. Donc, on a nos deux groupes de comparaison. Au sein des réponses positives, on a dû en éliminer une petite partie parce qu'on n'avait pas leur information, on n'avait pas leur statut vaccinal, donc on ne pouvait pas les placer dans le groupe vacciné ou pas vacciné, donc on les a éliminés. Et on est resté avec 317 non vaccinés et positifs, et au sein des vaccinés, 340 qui avaient reçu une dose et environ 300 qui avaient reçu 2 doses ou plus. Donc en vert, c'est tous les groupes qu'on a utilisés à la fin, en comparant vaccinés et non vaccinés, une dose et 2 doses, et ensuite les vaccinés au négatif. Un petit peu compliqué. Ce qu'on a voulu voir, c'est, avant de commencer à regarder les symptômes au moment du remplissage de l'étude, c'est de voir les symptômes au moment de l'infection. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont vaccinées reportent beaucoup moins de symptômes à ce moment-là que la population qui est soit non vaccinée, soit vaccinée partiellement. Ce qui est assez logique, parce qu'on sait que le vaccin protège contre les effets les plus sérieux, les plus sévères
de Covid. Donc, on s'attend effectivement à ce que les patients vaccinés rapportent moins de symptômes, ce qui est exactement ce qu'on observe. On voit que les personnes qui sont partiellement vaccinées rapportent à peu près autant de symptômes que les personnes non vaccinées. Et en fait, la raison pour laquelle on voit ça, c'est qu'en Israël, les gens qui ont été infectés n'étaient éligibles que pour une seule dose. Donc, en fait, ce qu'on voit dans le groupe qui est partiellement vacciné, ce sont des gens qui ont été d'abord infectés et ensuite vaccinés. Donc, au moment de leur infection, ils n'étaient pas vaccinés, en fait. Par contre, dans le groupe qui est vacciné, complètement vacciné, ils ont été infectés après leur vaccination. Donc là, on voit déjà l'effet du vaccin, ce qui confirme finalement toutes les données qu'on a qui proviennent d'Israël, de France, du Royaume-Uni et d'autres pays. Et ensuite, on a regardé donc le type de symptômes que les gens rapportent après l'infection, au moment de remplir le questionnaire. Et encore une fois, c'est très compatible avec d'autres études qui existent. On a environ 30% des gens qui rapportent les symptômes. Les symptômes les plus courants, donc la fatigue ou la lassitude, les maux de tête et la faiblesse musculaire, ce qui est encore une fois similaire à d'autres études qu'on a trouvées. Ce qui est nouveau ici, donc ça on est une des premières études à montrer ça, c'est que quand on compare le groupe non vacciné et le groupe vacciné, non pas une comparaison de leurs symptômes de départ, mais une comparaison des symptômes qu'ils perçoivent maintenant, plusieurs mois, entre 4 et 10 mois après l'infection, on voit que pour les 10 symptômes les plus courants, il y a une baisse vraiment significative sur l'immense majorité, sur 8 des 10 symptômes, dans le groupe vacciné. Donc, on voit une réduction de 50 à 80% de ces symptômes de Covid long chez les personnes vaccinées quand on les compare aux personnes non vaccinées. Donc, c'est un résultat vraiment encourageant qui permet en tout cas d'apporter des éléments de preuve que la vaccination ne protège pas uniquement contre l'infection ou l'épisode sévère au moment de l'infection, mais aussi, dans une certaine mesure, contre les effets prolongés du Covid. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est de savoir est-ce que ces individus, donc les barres marron sur le graphe, donc ces individus qui sont vaccinés, qui rapportent moins de symptômes, est-ce qu'ils rapportent toujours plus de symptômes que les gens qui ont été jamais malades? Ou alors, est-ce que le nombre de gens qui rapportent ces symptômes est comparable au nombre de gens qui rapportent ce genre de symptômes dans la population générale qui n'a pas été vaccinée, qui n'a pas été infectée, pardon. Et ce qu'on voit, c'est quand on regarde les barres, donc la barre bleu foncé, ce sont les gens qui n'ont jamais été infectés avec le Covid. Et la barre rose clair, c'est le nombre de gens qui ont été vaccinés avec 2 doses et infectés. Et on voit que pour la plupart des symptômes, il n'y a aucune différence, ce qui peut porter à croire que non seulement la vaccination réduit le risque de ces symptômes de Covid long, mais en plus de ça, non seulement elle le réduit, mais elle ramène le risque à peu près au niveau du risque général dans la population, ce qui laisse suggérer que en fait, les gens qui sont vaccinés ont vraiment un risque de Covid long beaucoup moins important que les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est vraiment une raison supplémentaire d'être vacciné pour se protéger contre les effets longs et persistants du Covid. Donc, c'est un petit peu là donc la conclusion de cette étude que 2 doses au moins, et c'est possible qu'avec plus de doses, l'effet soit encore plus prononcé, qu'avec 2 doses au moins de vaccin contre le Covid, là on parle surtout du vaccin Pfizer, parce que c'est le vaccin qui a été utilisé en Israël. Donc la vaccination est liée à un taux substantiellement
plus bas de ces symptômes, jusqu'à un point où ils ne diffèrent pas du tout rapportés chez les personnes non infectées. Ce qui suggère qu'en plus de réduire le risque de Covid sévère, la vaccination a sans doute un effet protecteur contre le Covid long. Donc voilà les résultats de cette étude qui a été partagée la semaine dernière et qui a déjà été citée dans plus de 50 chaînes de télé, magazines, etc. autour du monde. Ça a vraiment attiré beaucoup d'attention parce que c'est un sujet d'actualité important auquel on n'a pas encore d'éléments de réponse. Et on essaye d'attirer plus de fonds pour continuer cette étude, qui est une étude assez grande, pour répondre à d'autres questions, ou en tout cas à la suite de ces résultats. On veut savoir est-ce que le vaccin protège dans la durée et combien de temps cette protection contre le Covid long va durer. Les résultats que j'ai présentés se rapportent à la période d'infection avec le variant Delta. Donc on veut savoir plus récemment, est-ce que cette protection existe aussi contre Omicron? On ne sait pas encore parce qu'on a arrêté la collection des données en novembre. On veut savoir non seulement si les gens rapportent ces symptômes, mais on veut aussi comprendre l'impact du vaccin sur la qualité de vie, de savoir qu'est-ce que vraiment, est-ce que c'est une chose de dire qu'on est fatigué, de dire qu'on a mal à la tête, mais ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Ça peut vouloir dire que si on est fatigué, peut-être qu'on fait moins de sport qu'avant, ou ça peut vouloir dire qu'on a du mal à sortir de son lit. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu plus en détail, de comprendre l'effet sur les enfants et les mineurs. Et finalement, cette étude, elle est limitée à le rapport des symptômes. C'est juste une perception subjective. On essaye aussi de mesurer de manière objective dans un contexte clinique ce genre de différence. Donc, on invite les gens à l'hôpital pour les examiner, pour faire toutes sortes de tests, pour vraiment démontrer de manière encore plus convaincante l'effet du vaccin sur le Covid long. Je vais m'arrêter là et je suis ravi de répondre à des questions. Oui, Michael, vous avez déjà quelques questions sur le chat. D'accord. Si vous voulez les lire tranquillement et voir lequel vous pensez qu'il faille répondre. D'accord. Alors la première, on me dit. Ah non, ça c'était avant. Ce ne sont pas toutes des questions. Non, je vais aller à la première question. Est-ce que le vaccin peut, sur le long terme, développer une urticaire? Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de données sur les effets secondaires du vaccin. D'après les données, moi j'ai vu les données américaines, anglaises, israéliennes, il n'y a pas vraiment de risque significatif à long terme post-vaccination. Maintenant, spécifiquement, est-ce qu'il y a des gens qui ont développé des urticaires? Sans doute, mais si c'est le cas, c'est une proportion très, très petite et pas à long terme à ce que je sache. Ensuite. Alors, la question d'après n'est pas très claire. Non, on va la sauter. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les différents groupes sanguins? Dans cette maladie, on a beaucoup parlé du fait que les gens qui étaient au plus étaient peut-être plus immunisés. Au départ, oui, absolument. Je pense que ce genre d'études, c'était surtout avant l'arrivée des vaccins. Effectivement, on sait qu'au niveau, on sait qu'il y a beaucoup de caractéristiques personnelles, notamment l'âge. Est-ce que si les gens ont des maladies préexistantes, les groupes sanguins, effectivement, il y a eu plusieurs études, le niveau de vitamine D, une autre étude qu'on vient de finir, qui sont effectivement provoquent des différences au niveau du risque, mais il n'y a pas de caractéristiques personnelles qui permettent d'être protégé de la maladie. C'est juste qu'il y a un risque plus faible, ou si on l'attrape, un risque plus faible de développer des conséquences graves, mais il y a aucun profil individuel qui permet de se dire, moi, je suis pas concerné. C'est pas aussi simple que ça. Chaque facteur contribue de manière assez limitée. Alors, je suis peut-être une des rares personnes dans l'auditoire qui a déjà fait le 4e vaccin.
C'est vrai que c'est quelque chose qui ne s'est globalement pas tellement développé dans le monde. Et même en Israël, je crois que les avis n'étaient pas quand même suffisamment tranchés et les intrayot, les directives du ministère de la Santé n'étaient pas Khad Mashmaï, n'étaient pas irréfutables. On a là-dessus aussi un début de perspective ou pas encore? On a un début de perspective. Ce qu'on sait sur la quatrième dose, c'est que à la suite de la quatrième dose, il y a une augmentation du taux d'anticorps assez importante. Et on sait que donc il y a un risque d'être infecté qui est diminué après la quatrième dose, mais on sait aussi que l'effet de la quatrième dose est assez court. Donc, en fait, C'est vraiment pour les personnes à risque, quoi. Voilà, donc exactement. C'est pas vraiment une stratégie qui est viable à long terme à l'échelle de la population. Et c'est pour ça que beaucoup de pays, et l'OMS d'ailleurs aussi, l'Organisation mondiale de la santé aussi, a dit que c'était pas une solution viable de vacciner les gens tous les 2 ou 3 mois, parce que la protection additionnelle contre les effets sévères, l'hospitalisation, etc., elle est assez limitée. Par contre, l'effet protecteur à court terme, il est assez important. Donc, l'approche qu'Israël a pris, c'est vraiment de se focaliser sur les personnes à risque pour les protéger dans cette période vraiment particulière où il y a un taux de transmission et une circulation du virus qui est quand même extrêmement important. Donc là, ça commence à se calmer. En France aussi, ça commence à se calmer. Ça va pas être une stratégie qui va être, à mon avis, développée à long terme parce que sinon, on va devoir recevoir une cinquième, une sixième dose, etc. Et avec de moins en moins de bénéfices. Mais ce qui est important de savoir, c'est que avec 3 doses, on a une protection contre vraiment les effets les plus sévères, les plus sérieux du Covid, qui est quand même très importante, de l'ordre de 90%. Alors, une autre tranche de population qui a été aussi pas consensuelle, et pour revenir sur votre sujet, effectivement, est-ce qu'on a aussi une perspective dans votre étude sur les enfants par rapport au Covid long? Alors, dans mon étude, non, parce que dans cette analyse particulière, on s'est limité aux adultes pour des raisons logistiques. On a des données sur les enfants, on les a pas encore analysées. On sait que, comme chez les adultes, une proportion des enfants développe ces symptômes de Covid long, ce qui est un argument pour la vaccination des enfants. Il y a des pays qui ne vaccinent pas les enfants. Par exemple, en Angleterre, ils n'offrent pas le vaccin aux moins de 11 ans. Mais on n'a pas encore de données sur la protection vaccinale contre le Covid long chez les enfants. J'espère que d'ici quelques mois, on aura ces données. Alors, ça revient régulièrement, ces problèmes d'urticaire, de zona. Vous avez déjà répondu, il faut rajouter quelque chose sur ce zona dont j'ai rarement entendu parler comme réaction au vaccin? Alors, il faut savoir que le zona, c'est causé par un virus complètement différent. C'est le même virus que la varicelle. Encore une fois, il peut arriver que chez certaines personnes qui ont des problèmes de système immunitaire, de manière très transitionnelle, ça réactive donc le virus qui est dormant chez la personne, mais c'est un effet quand même qui est très rare. Donc c'est pas vraiment une inquiétude majeure à avoir pour l'immense majorité des gens. Alors, sachant que finalement, pas la majorité, mais une partie importante des gens qui sont attribués comme étant morts du Covid, ce sont des gens qui avaient des pathologies lourdes, importantes, des maladies graves. Est-ce qu'on peut dire finalement, pour ces gens, le vaccin a une influence ou leur maladie, malgré tout, était suffisamment lourde pour ne pas supporter ou ne pas avoir d'effet sur le vaccin Alors, pour les protéger? le nombre de morts dus au Covid en Israël est relativement faible par rapport à d'autres pays. La mortalité Covid en Israël, elle se situe au 47e rang mondial. Il y a beaucoup moins de morts en proportion du nombre de cas en Israël qu'en France, aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple.
pour toutes sortes de raisons. Il est très clair que le vaccin réduit la mortalité, le risque de mourir du Covid d'environ 99%. Il faut savoir que en Israël, maintenant, il y a environ un peu plus de 1000 cas sérieux dans les hôpitaux. Il y a seulement un petit peu moins il y a environ 10% de la population qui n'a pas été vaccinée ou qui n'a pas été malade. Mais ces gens qui ne sont pas vaccinés représentent plus de 50% des cas dans les hôpitaux. Donc, si vous allez sur les données en Israël, il est très clair que le risque de mourir du Covid quand on est vacciné est extrêmement faible, de l'ordre à 20 à 30 fois plus faible que si on n'est pas vacciné. On sait aujourd'hui, finalement, vous avez dit que la 4e dose, évidemment, était très particulière. On sait aujourd'hui la prochaine séquence nationale du vaccin. Ça sera annuel, ça sera biannuel, comme la grippe, comme d'autres. Non, alors c'est assez différent. En fait, bon, je vais essayer d'expliquer. En fait, on sait pas vraiment. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. La grippe, c'est un petit peu différent parce que c'est un virus qui change vraiment de manière assez, enfin, d'un côté prévisible, d'un autre côté imprévisible. Il y a un espèce de réarrangement du virus. Et donc, chaque année, on sait que le virus va être réarrangé. On ne sait pas exactement comment, mais on anticipe un petit peu ces réarrangements et on revaccine en fonction de ça. Avec Covid, c'est plus aléatoire et moins prévisible. On n'est pas dans la même situation parce que même si on a des variants qui sont très différents et surtout avec Omicron qui arrive à échapper un petit peu à la protection du vaccin, ils arrivent à échapper à la protection au niveau de l'infection, mais pour l'instant, il n'y a aucune souche qui a réussi à échapper à la protection contre les effets graves et contre le risque de décès. C'est-à-dire que les vaccins qu'on a aujourd'hui, ils protègent contre les décès ou contre l'hospitalisation en soins intensifs, pratiquement aussi bien contre Omicron que contre Delta ou Alpha ou la souche principale. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation. Maintenant, il y a plusieurs groupes de recherche qui se penchent sur essayer de créer un vaccin universel entre guillemets qui permettrait de répondre de manière parfaite à toutes les souches, à tous les variants. On n'y est pas encore, mais c'est un peu le Graal de la vaccination contre le Covid. Une question dans le même ordre d'idée, en parlant de Graal, on est proche d'un vrai médicament? Alors, il y a quand même pas mal de médicaments qui sont sur le marché. Il faut comprendre qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a 2 ans. On a des protocoles, c'est-à-dire que imaginez que quelqu'un soit admis aux soins intensifs, qu'il soit pas vacciné, le risque de décès aujourd'hui ou le risque de conséquences graves est beaucoup moins important aujourd'hui qu'au début de l'épidémie, parce qu'on a découvert que certains médicaments fonctionnent bien, notamment certains stéroïdes comme la dexaméthasone. Et maintenant, on a là, dans les dernières semaines, il y a plusieurs antiviraux qui ont été développés et qui commencent à être disponibles. Enfin, ils sont disponibles en Israël depuis la semaine dernière environ. Donc oui, on n'est pas désemparé. Il y a certains médicaments qui marchaient contre les souches précédentes qui marchent moins bien contre Omicron ou pas, mais on a certains traitements qui continuent à marcher. Donc on n'est pas désemparé. C'est pour ça que le taux de mortalité aujourd'hui est beaucoup moins important que dans les vagues précédentes. Alors moi, ma question pour conclure, ce serait votre perspective. D'autres variants vont apparaître. Aujourd'hui, on domine le sujet. On est ce qu'on appelle sur une racinoute édère, sur une je ne connais pas le terme en français, sur une population qui est globalement touchée. Donc, le variant va diminuer de par lui-même, va s'éliminer, ou bien on n'est pas à l'abri de n'importe quelle autre surprise.
j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas faire de prévision, mais je vais dire une chose, c'est que même si en Israël ou en France, on a la chance de pouvoir accéder au vaccin, au traitement de manière quand même assez facile, c'est pas le cas dans le monde entier, notamment dans les pays moins développés comme en Afrique, certaines parties d'Asie où seulement 2 à 3% de la population est vaccinée parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et ça continue à présenter un risque au niveau global parce que les gens voyagent, parce que si vous regardez en Israël, par exemple, chaque réintroduction de chaque nouveau variant, ça a été quelqu'un qui a voyagé pour Delta au Malawi, pour Omicron au Malawi, pour Delta en Moldavie, je pense. Donc, des pays qui sont mal vaccinés. Donc, c'est dans notre intérêt à tous de promouvoir et même d'une certaine manière de financer par des mécanismes internationaux la vaccination, pas seulement dans nos pays, mais aussi dans les autres pays qui n'ont pas les mêmes moyens. Bien sûr, parce que c'est la bonne chose à faire par altruisme, mais aussi parce que indirectement, ça va nous permettre de se protéger nous-mêmes et d'éliminer ou de réduire le risque de Covid à un niveau beaucoup, beaucoup plus faible. Et ça, on n'y est pas encore. Et je pense que tant qu'on a des taux de vaccination et d'accès aux soins qui sont aussi limités dans d'autres pays, ça risque de continuer, même pas forcément au même niveau, mais on risque d'avoir des réimportations régulières. Alors, j'avais dit la dernière question, mais j'en ai une dernière vraiment qui m'a été posée, et ça sera notre dernière question pour conclure. Je vous la lis telle qu'elle a été posée. Est-ce que, je vais la lire pour ne pas tromper ce qui a été dit. Comment peut-on faire la différence entre les effets secondaires du Covid et ceux du vaccin qui obligent nos cellules à synthétiser la même protéine S? Je ne sais pas si la question est scientifiquement juste, donc je me permettrai de répondre pour conclure. Pas exactement, mais premièrement, je pense que ce que la personne veut dire, c'est est-ce qu'on peut différencier une infection, l'infection naturelle de la vaccination? La réponse, c'est oui, effectivement, les deux, le virus, c'est pas nos cellules qui synthétisent la protéine S, c'est une protéine qui existe sur le virus, et c'est aussi la protéine qui est synthétisée par le vaccin. Donc, quand on détecte la protéine S, effectivement, on ne peut pas savoir si ça provient du vaccin ou si ça provient du virus. Par contre, le virus synthétise d'autres ou a d'autres protéines, comme par exemple la protéine N, sur sa surface, qui n'est pas synthétisée par le vaccin. Donc, on peut différencier par le biais de tests sérologiques l'infection naturelle de la vaccination. Voilà, professeur Michael Edelstein, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Je crois qu'on reste encore avec beaucoup de points d'interrogation, mais c'est naturel. Nous ne répondrons pas à toutes les questions. Il y en aura d'autres. Peut-être qu'une prochaine rencontre, j'espère, avec l'évolution de vos recherches, si les moyens permettront, et qu'on pourra regarder ce virus avec beaucoup plus de perspectives d'ici quelques mois ou quelques années. Ça a été en tout cas un plaisir de faire cette soirée avec l'Université de Bar-Ilan et la faculté de médecine Azrieli. Donc, vous êtes une partie du corps enseignant dans le campus de Tzfat, si je ne me trompe pas, et vous faites des recherches importantes sur ce sujet qui nous touche à tous. Merci de votre participation, à tous nos auditeurs qu'on retrouvera effectivement dès ce jeudi pour une prochaine conférence, dès dimanche prochain, pardon, pour une prochaine conférence. Toda Rabba, professeur Avec grand plaisir et bonne soirée à tous. Tout. Bye, Shavua Tov. Au revoir, Shavua Tov.